Mesdames et messieurs, la vidéo d'un professeur se faisant braquer par un élève, même par jeu, est une vision violente et quelque peu terrifiante. Pour autant, elle a eu un mérite. Elle a révélé une vérité que les lecteurs attentifs des faits divers connaissent, mais que le monde de l'éducation veut occulter par les mensonges d'État, par la culpabilisation de la communauté éducative, par l'abandon des enseignants, par la culture de l'excuse qui évite d'avoir à sévir. Le hashtag Pas de vague est venu illustrer ce déni d'une administration scolaire qui refuse de voir la réalité et ne veut pas avouer l'échec de l'apprentissage des valeurs, la faillite des processus d'intégration ou le naufrage du dogme quasi religieux qu'est le prétendu vivre ensemble. Pourtant, dans son message posthume de ministre de l'Intérieur, M. Collomb avait ouvert la voie à une confession publique, en redoutant que ce vivre ensemble ne soit d'ores et déjà devenu un face-à-face. Il avait reconnu certaines erreurs d'appréciation. Et de fait, dans de nombreux endroits et dans un certain nombre d'établissements scolaires, effectivement, tout semble indiquer que nous sommes dans une sorte de face-à-face. Le hashtag Pas de vague a cette fois flambé chez les enseignants. Mais il aurait pu tout aussi bien trouver de l'écho chez les policiers, dans les préfectures, au guichet de la sécurité sociale, et finalement partout dans une société qui a décidé d'acheter la paix civile par l'inaction et le mensonge au lieu de la préserver et parfois de l'imposer. Je ne vais pas vous contraindre à la longue litanie des faits divers les plus consternants, les plus hallucinants et parfois les plus inquiétants dont la presse se fait l'écho. Jordan Bardella rappelait tout à l'heure la belle formule de Jean Zay, l'école doit être un asile inviolable et sacré où la querelle des hommes n'entre pas. Nos écoles ne sont évidemment plus ces asiles inviolables et sacrés. La drogue y circule, les armes y entrent, la violence notamment contre les filles et les plus vulnérables s'y est installée. Nos écoles ou leurs abords sont devenus le champ clos d'une violence quotidienne dont sont victimes les professeurs, mais aussi les élèves. Et cela fait des années et des années et des années que cela dure. Ceux-ci, les professeurs et les élèves également d'ailleurs, sont les otages d'une délinquance qui va du racket au trafic, du coup de poing au coup de couteau, du vol au viol. Plus insidieusement, ils sont les victimes d'incivilités endémiques. On crache par terre, on tague, on casse par jeu ou par plaisir. Mais aussi d'une violence verbale devenue naturelle. Dans nombre d'établissements, enfants et enseignants sont livrés à une violence gratuite qui se développe sans que personne ne semble s'en soucier, sans que personne ne prenne le temps d'analyser la société dans laquelle la perte générale des repères nous a fait entrer. On le sait, l'école devient le terrain d'affrontement de bandes, tout comme les abords de nos établissements scolaires. On compte une rixe grave entre bandes tous les 3 jours et le phénomène s'accélère. En quelques jours, le 26 septembre, à Garches-les-Gonesse, dans le Val d'Oise, un jeune de 17 ans est battu de longues minutes par une dizaine de jeunes d'une bande rivale, armés de béquilles et de boules de pétanque. Oui, on en a entendu parler, mais parce qu'il existait une vidéo. Le 12 octobre, à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, une rixe oppose une centaine de jeunes dont certains sont encagoulés et armés de barres de fer et de bâtons. Le 14 octobre, au Lilas, un adolescent de 13 ans meurt après une bagarre entre bandes rivales. Le 23 octobre, à Sarcelles, un jeune homme de 17 ans meurt après avoir été frappé à la tête d'un coup de bâton lors d'une bagarre près de la gare RER. Avant-hier, dans la nuit, boulevard Mortier, dans le 20e arrondissement de Paris, un adolescent de 16 ans meurt poignardé lors d'une rixe. Le pouvoir est à l'évidence dépassé par les événements. Depuis 1 an et 4 mois que M. Blanquer est à la tête de l'éducation nationale, il n'a rien fait, rien décidé, rien pensé, rien analysé. Avec toutes ces victimes jeunes, nous vivons une hécatombe. Et nous vivons aussi une dégradation qui, devant tant d'impuissance gouvernementale, semble devenir inexorable et surtout normale. Ce serait intéressant peut-être qu'il existe un sondage, en tout cas il est à faire, afin de savoir combien de familles ont eu un membre victime d'une agression lors de l'année écoulée. Les résultats pourraient être vertigineux. Je ne veux pas penser que nous nous engageons vers une évolution qui pourrait nous conduire des bandes aux gangs, et pire encore, comme aux États-Unis et en Amérique du Sud, des gangs aux maras,
ces véritables armées criminelles, celles-là même qui, par leurs pratiques meurtrières, font fuir la population du Honduras sur les routes de l'Exode. Certains diront que l'école n'est que le reflet de la société. Pour un pays, l'école est davantage que cela, malheureusement. Elle en est l'anticipation. Car c'est à l'école que se forment ou non les citoyens de demain. C'est à l'école que s'enseigne la morale publique. C'est à l'école que se fixe le sentiment affectif d'appartenance à la nation. De ce point de vue, les perspectives ne sont guère réjouissantes, notamment dans certains quartiers où la reconquête républicaine relève désormais de l'urgence. Il nous faut appliquer la tolérance zéro tant pour les violations des règles de discipline intérieure des établissements que pour les infractions pénales punies par la loi. Refuser l'omerta de l'administration, tourner le dos au laxisme sont nécessaires pour redonner aux enseignants l'autorité et aux élèves méritants un cadre favorable d'études. Ce climat de violence ultime, je l'ai appelé l'ensauvagement de la société. Il prend racine dès l'école primaire, avec des comportements ultra-violents d'enfants que l'on repère très jeunes parfois, mais qu'aucune structure de détection ne prend en compte et qu'aucun spécialiste ne prend en charge. Faut-il s'étonner que les enfants ultra-violents deviennent des ados ultra-violents, puis des adultes ultra-violents? Parce qu'on s'interdit la détection et les mesures correctives, voire, pour les plus âgés, coercitives, on les condamne à la délinquance et parfois à la pire brutalité. Et on condamne la société à un ensauvagement progressif, inexorable, qui rend toute vie en société impossible. Notre système pénal doit s'adapter à la précocité des comportements à problème. Parce que l'impunité pénale aboutit à l'impunité morale. Il convient de rétablir des mesures ou peines dissuasives et efficaces. Ce sont les mesures qui vous ont été exposées tout à l'heure par Jordan Bardella. Ce sont les mesures d'éloignement ou les peines planchées pour les récidivistes. Pourquoi s'interdirait-on également de s'interroger sur les motivations profondes de ces actes de violence pour les traiter et les éradiquer? Le sentiment d'impunité et donc de toute puissance auquel se joint, il faut le dire, le rejet de nos valeurs de société, que ce rejet soit religieux, nihiliste ou crapuleux. Dans cette dérive à la orange mécanique de certains mineurs, est-il illégitime de surcroît de poser clairement la question de la responsabilité des parents? N'y aurait-il en France que le droit de toucher des allocations familiales sans que soient attachées à ces avantages généreux et coûteux pour la société des obligations parentales, c'est-à-dire des obligations naturelles d'éducation, de surveillance et de discipline familiale? S'interdire de traiter cette violence scolaire ou périscolaire, c'est condamner l'école à l'échec, car aucun enseignement n'est possible sans un retour à l'ordre. Et demain, je vous l'annonce, plus aucun enseignant ne voudra exercer son métier dans de telles conditions. Déjà, ils fuient les zones difficiles et parfois démissionnent quand ils y sont affectés. Pour quelqu'un qui, comme moi, croit dans la promotion républicaine, cette inégalité du fait de la violence scolaire est inacceptable. Nous réclamons et nous rétablirons le droit à la tranquillité scolaire pour tous, dans tous les quartiers. C'est ce que demandent toutes les mères et tous les pères de famille de ces quartiers abandonnés à la loi des bandes, à la violence des caïds, à la lâcheté de l'administration. Le plan de lutte contre l'ensauvagement de l'école que nous vous proposons comporte une analyse de ce phénomène et s'accompagne de 10 mesures concrètes qui vous ont été exposées tout à l'heure. Pour compléter cette réflexion et ce dispositif, nous organiserons le 17 novembre, ici à l'Assemblée nationale, un colloque qui aura pour thème de la délinquance à l'ensauvagement. Il traitera plus largement de ces questions d'ultraviolence devenues centrales. Et nous déposerons dans la foulée une proposition de loi sur l'ensemble de ce sujet. Cette question est trop importante pour nos enfants et pour le pays pour que nous n'agissions pas. Je ne peux que me réjouir de voir qu'aujourd'hui, l'omerta cède et que chacun prend conscience non seulement de la gravité, mais de l'urgence qu'il y a à s'attaquer à ces problématiques. Alors quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, dit-on. Quand une vidéo montrant un élève qui braque sa professeure avec une arme et par là la banalité de la violence en milieu scolaire, le ministre de l'Éducation nationale répond qu'il faut interdire les portables. Plus de portables, plus de vidéos, plus d'incidents. Cacher cette vérité que je ne saurais voir. C'est une vieille tradition d'État et M. Blanquer n'y est pas étranger.
le succès du hashtag pas de vague et la libération de la parole sur les réseaux sociaux, dont nous nous réjouissons, sont là pour le rappeler. La violence à l'école est omniprésente et le personnel éducatif en est tout aussi victime que les jeunes. Ce qui doit être interrogé, c'est la nature même de cette violence. De qui émane-t-elle? Pourquoi est-elle de plus en plus forte? Car un constat s'impose, l'ultra-violence ne se limite certainement pas à l'école, elle déborde largement et constitue le reflet plus général de notre société, notre sentiment d'impunité, communautarisme et une fracture culturelle majeure au sein du pays. À l'école, dans son quartier, dans les transports ou dans la rue, la jeunesse française subit de plein fouet l'ensauvagement de la société et avec lui le sentiment d'impunité qui accompagne les agresseurs. Agressions physiques ou verbales, guerre de bande, raquettes et règlements de compte, violence à l'encontre de serviteurs de l'État, pas un jour ne passe sans que la presse locale et nationale ne rapporte des faits toujours plus insupportables. Mi-octobre, la mort d'un jeune homme de 13 ans tué dans une bagarre entre bandes rivales au Lilas en Seine-Saint-Denis, département où je suis élu, a défrayé la chronique. Les dernières agressions de professeurs médiatisés, quand elles le sont, vont dans le même sens. La violence est autant dans l'école qu'en dehors. Le cas le plus emblématique est celui de ce professeur de sport du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis qui a reçu du gaz lacrymogène dans les yeux alors que des jeunes extérieurs à l'établissement aspergeaient un élève qui s'était réfugié dans le gymnase. Lycée, agression, couteau. Entrer ces trois mots dans n'importe quel moteur de recherche démontre l'étendue du phénomène à travers tout le pays. Bagarre au couteau près d'un lycée de Montpellier en septembre dernier, une agression au couteau dans un lycée de la Loire au mois de mai, etc., etc. Dans une école maternelle de Saint-Denis toujours, la rentrée dernière a débuté par des coups de feu aux abords de l'établissement. Quelques semaines plus tard, c'est une fillette de cette même école qui découvre un sachet de poudre blanche dans la cour de récréation. Les dealers n'hésitent plus à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. Certains guetteurs s'installent dans la cour de l'école le soir et le week-end, rapporte le Parisien. L'installation de portiques de sécurité ou de caméras de vidéosurveillance à l'entrée des établissements scolaires par l'intermédiaire des collectivités locales notamment resteront des efforts vains sans une lutte volontariste contre l'insécurité qui gangrène la France et une réforme majeure de notre politique judiciaire afin d'endurcir les peines. Ces faits quotidiens, très souvent révélés grâce aux réseaux sociaux, ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Ma génération est celle qui meurt pour un regard de travers, devant son école, au pied de son immeuble ou dans une rame de métro. L'insécurité qui frappe la jeunesse française n'a évidemment que trop duré et il est temps d'y mettre un coup d'arrêt. Avant de pouvoir vivre ensemble, il faut pouvoir vivre en paix. Mais l'accent mis sur les violences physiques par la scène de Créteil ne doit pas occulter une autre violence, culturelle, de plus en plus présente dans nos établissements. Le communautarisme gagne en effet du terrain partout dans la société et l'école n'y fait pas abstraction, comme viennent encore de le souligner récemment des journalistes du Monde, cela ne pouvant évidemment plus être découplé du phénomène migratoire. Émeric Durox y revient. Les écoles doivent rester l'asile inviolable, où les querelles des hommes ne pénètrent pas, disait Jean Zay. Cela implique que les solutions à ces dérives ne se limitent pas à l'école, mais soient beaucoup plus générales, beaucoup plus globales. Elles doivent impérativement comprendre un volet répressif, pour rétablir une justice ferme et efficace, et ainsi faire que la peur change de camp. Mais également un aspect éducatif, culturel, pour donner à la jeunesse d'autres références, d'autres horizons, et revenir vers une société plus apaisée, où chaque Français puisse vivre en paix et en commun dans son propre pays. Voici la liste des 10 engagements politiques concrets à mettre en œuvre que nous proposons. Engagement numéro 1, rendre impératif le fait pour un fonctionnaire travaillant au sein de l'établissement de défendre systématiquement son subordonné hiérarchique. Aucun personnel, aucun serviteur de l'État ne doit être privé du soutien de sa hiérarchie. Engagement numéro 2, instaurer la tolérance zéro face aux incivilités scolaires, en mobilisant systématiquement toute l'échelle des sanctions prévues. Toute sanction prononcée par un professeur ou par le conseil de discipline devra être rigoureusement appliquée. Engagement numéro 3, rendre obligatoire pour le chef d'établissement, lorsqu'il doit statuer sur des actes représentant un caractère pénal, condamnable de le signaler systématiquement au procureur de la République, afin que des poursuites soient engagées. Engagement numéro 4, favoriser l'apprentissage des 14 ans, revaloriser les filières techniques et recentrer l'enseignement sur les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter et la connaissance de notre histoire et de ses valeurs. Nous avions proposé pendant la présidentielle de consacrer 50% du temps d'enseignement au primaire à la langue française. Engagement numéro 5, rompre avec le dogme de la scolarisation à tout prix au-delà de 16 ans et avoir le courage et la volonté politique d'écarter la minorité à problème représentant un pouvoir de nuisance considérable, passé l'âge de la scolarité obligatoire. Un suivi individualisé doit bien sûr être mis en place et des alternatives adaptées proposées à cette catégorie d'élèves.
Engagement numéro 6, nous ne cessons de le dire, mettre fin au laxisme judiciaire qui pullule dans notre pays, en rétablissant les peines planchers et en supprimant les remises automatiques de peine supprimées par les gouvernements successifs depuis Madame Dati. Engagement numéro 7, réformer l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs et abaisser la majorité pénale à 16 ans. Engagement numéro 8, responsabiliser les parents par la suppression du versement des aides sociales aux parents de mineurs récidivistes lorsqu'une carence éducative manifeste est détectée. Engagement numéro 9, prononcer une injonction civile d'éloignement pour les délinquants dangereux ou récidivistes afin d'éliminer les bandes criminelles. Et enfin, cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant, réinvestir les zones de non-droit, démanteler les trafics et créer, nous l'avions proposé pendant la présidentielle, une brigade de gendarmerie dédiée au désarmement des banlieues. Voici des mesures auxquelles le gouvernement devrait s'atteler. Je cède la parole à Émeric Durox, qui est enseignant, membre du forum École et Nation. Je vous remercie. Ce jeudi 18 octobre, un élève de première du lycée Édouard Branly à Créteil a braqué sa professeure en plein cours avec un pistolet factice pour qu'elle le note présent alors qu'il était arrivé en retard. Cette scène filmée par des camarades hilars est devenue virale, symbole d'une violence extrême à l'école. Elle a permis la libération de la parole des enseignants autour du hashtag #PasDeVague. En des milliers de messages, les professeurs ont pu témoigner de la violence verbale et physique qu'ils endurent au quotidien dans certains établissements, malheureusement de plus en plus nombreux. J'ai personnellement été surveillant 3 ans au lycée professionnel Gallieni à Toulouse, qui a tristement fait l'actualité ces derniers mois pour ses graves problèmes d'insécurité, de bagarres, de violences sur les élèves filles, de trafic de drogue, d'accusations de zones de non-droit, à tel point que l'Express avait titré le 31 janvier 2018 « Toulouse, un lycée en état de guerre ». J'ai été le témoin direct durant ces années du pourrissement d'une situation où des surveillantes féminines n'osaient pas sortir de la vie scolaire de peur de se faire insulter, voire pire, où des enseignants étaient en constante dépression ou en arrêt maladie, où les incidents graves étaient quotidiens. J'ai moi-même été physiquement agressé par un lycéen qui voulait récupérer son portable confisqué. Je voudrais en profiter pour saluer le rôle des assistants d'éducation qui font un travail ingrat, non reconnu et pourtant essentiel. Ce sont eux qui assurent la discipline dans les établissements scolaires, alors qu'il s'agit pour l'immense majorité de jeunes gens, à peine plus âgés que les élèves dont ils ont la charge, sans expérience ni formation et bien souvent en sous-nombre. Ces faits de violence sont censés être rapportés auprès de l'administration, qui les font remonter quotidiennement au rectorat. 442 incidents graves par jour d'après la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Ce qui peut, là aussi, comme les faits rapportés au ministère de l'Intérieur, donner l'impression d'une école en proie au conflit permanent. Malheureusement, l'administration de l'Éducation nationale a choisi depuis longtemps son camp. Au lieu de soutenir constamment et de manière systématique ses enseignants, elle a souvent fait le choix de minorer ces violences, voire de remettre en cause leur réalité ou même de rejeter la faute sur l'enseignant. Tout cela par lâcheté, calcul, compromission, résumé aujourd'hui par le désormais tristement célèbre hashtag #PasDeVague. Moins mon établissement aura de signalement, plus j'aurai de chances de partir loin d'ici pour un meilleur poste. Il faut en cesser avec ce mode de promotion par la négation du réel qui récompense les petites lâchetés et punit le courage. Ces faits de plus en plus violents et récurrents participent à la désagrégation de l'école de la République et remettent en cause l'autorité de l'institution et l'ordre républicain censé y régner. La nature ayant horreur du vide, selon l'expression des 2 journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme dans leur dernier ouvrage, tous 2 grands reporters au monde et peu suspects de biais idéologiques en notre faveur, cet ordre républicain est par endroits remplacé par un autre ensemble normatif. Il y a une dizaine de jours, le 9 octobre précisément, un rapport des renseignements a été dévoilé montrant l'immixtion de plus en plus prégnante de l'islam au sein de l'école dans des proportions très inquiétantes. Ce sont plus de 30 signalements qui sont faits par jour par des enseignants au contact de la réalité sur la plateforme dédiée du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont par exemple des élèves qui refusent de faire cours dans des salles où il y a du mobilier rouge car celui-ci serait impur. Certains refusent de dessiner des représentations humaines ou d'étudier le darwinisme ou la Shoah. D'autres se bouchent les oreilles quand on passe de la musique en classe et de jeunes garçons refusent de donner la main à des petites filles. Par ailleurs, les enfants pratiquent le ramadan de plus en plus jeunes et cela peut poser des problèmes dans l'organisation des cours. Des élèves de 6e refusent par exemple d'aller à la piscine avec leur classe de peur de boire la tasse et de casser leur jeûne.
La cantine est le lieu de toutes les tensions, avec notamment l'existence de tables pures et impures, là encore d'après le dernier livre de Gérard Davet et Fabrice Lyon. D'ailleurs, les élèves musulmans n'exigent plus seulement des repas de substitution lorsqu'il y a du porc à la cantine, mais de plus en plus que toute la nourriture soit halal. Ces constats très inquiétants ne nous étonnent pas au Rassemblement national, nous qui les dénonçons depuis près de 40 ans, souvent sous les quolibets et les invectives des bien-pensants qui ont une large part de responsabilité dans ce désastre. Mais d'autres que nous avaient tiré la sonnette d'alarme, ils n'ont pas été entendus pour autant. On peut remonter à l'affaire du voile dans un collège à Creil dans l'Oise en 1989, où déjà selon France Soir, il y avait 500 élèves musulmans sur 876 et 25 nationalités. Mais plus près de nous, on peut évoquer l'ouvrage collectif intitulé « Territoire perdu de la République, antisémitisme, racisme et sexisme en milieu scolaire », écrit par des enseignants dès 2002, et qui décrivait cette terrible réalité dans certains établissements. Le titre est resté et est devenu l'expression d'une défaite de la République à laquelle nous, au Rassemblement national, ne nous résignons pas. 2 ans plus tard, en 2004, sortait le rapport Aubin, du nom de cet inspecteur général, qui décrivait les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Ce rapport lui avait valu d'être taxé d'islamophobe, déjà, et avait été enterré par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, un certain François Fillon, au nom déjà du sacro-saint principe « pas de vague ». Ce qui n'empêchera pas de publier 12 ans plus tard un opportuniste livre au programme « Vaincre le totalitarisme islamique » pour le succès que l'on sait. Plus récemment, c'est l'ancien président de la République François Hollande qui avait évoqué une France en partition dans un ouvrage publié en 2015, et il y a moins d'un mois, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui a parlé d'une France qui risquerait de passer du côte à côte au face-à-face. L'école est la première victime de cette société en pleine désagrégation, et les tensions, les phénomènes qui s'y déroulent se répercutent plus tard à l'échelle nationale, une fois les élèves devenus adultes. Les enseignants sont en première ligne et constatent l'évolution de la société dans ces territoires perdus de la République, eux qui côtoient les élèves plusieurs heures par jour, toute l'année. Il faut entendre et respecter leurs cris d'alarme. Comme il faut entendre et comprendre la crise des vocations et les démissions de plus en plus nombreuses des jeunes enseignants, qu'on envoie en priorité dans ces établissements très difficiles. Qui voudrait enseigner dans ces conditions, en se faisant violenter verbalement ou physiquement, pour un salaire si peu attractif, après un concours qui demeure exigeant? Qui, parmi toutes les bonnes âmes qui injurient ceux qui osent dire la vérité, enverrait ses enfants dans ces écoles? Cette situation très inquiétante a évidemment des répercussions sur le niveau de l'enseignement en France, comme en témoignent les derniers mauvais résultats des évaluations en CP et CE1, dévoilés il y a 10 jours par le ministre Jean-Michel Blanquer. Comme en témoigne aussi la dégringolade de la France depuis une quinzaine d'années dans tous les classements internationaux type PISA ou TIMSS. En somme, la situation est grave, et nous qui sommes viscéralement attachés à une école républicaine de l'autorité, du savoir, de l'exigence, pensons qu'il est encore temps de faire enfin changer les choses. Je vous remercie de votre attention.